Bonjour à tous pour rendez-vous donc pour ce troisième webinaire de l'année 2021 avec, comme d'habitude, à mes côtés Dominique Chiclin pour le droit des affaires et Hassana El Moaouzine pour le droit social. J'introduis le sujet avec en fait peu d'actualité sur la partie que j'anime d'habitude. C'est plus des prolongations que nous avons. Alors, qu'avons-nous et c'est en discussion en ce moment encore sur la loi de finances rectificative. Voilà, si ça veut bien passer, parce que ça ne passe pas. Voilà. Voilà, donc les prolongations, le fonds de solidarité. Alors, vous le savez, depuis 1 an et demi, avec la crise Covid, on a ce fonds de solidarité qui a été mis en place. Il est prorogé maintenant jusqu'au 31 août 2021. Il avait été prorogé donc à plusieurs reprises, c'était jusqu'au 30 juin, mais maintenant jusqu'au 31 août, bien évidemment pour les secteurs qui sont concernés encore par des fermetures ou des ralentissements d'activité toujours très forts. Et puis les prêts garantis par l'État, donc les PGE, qui vont être prolongés aussi jusqu'au 31 décembre 2021. Donc ça donne encore un peu de temps pour ceux qui auraient des besoins de financement. Il ne faut pas hésiter. S'il y a besoin, il vaut mieux avoir recours à ces PGE et puis ça donne de la trésorerie disponible dans les prochains temps. On ne sait quand même toujours pas quand la crise sera terminée. On parle maintenant de la 4e vague, donc par prudence, nous vous conseillons d'avoir toujours de la trésorerie disponible. Et puis, petite précision, c'est qu'il y a eu un certain nombre de nouvelles aides au cours de l'année 2021 qui ont été mises en place, et notamment les aides concernant la couverture des coûts fixes ou la prise en compte de dépréciation finalement de stocks saisonniers. À la différence des aides que nous avions en 2020, notamment du Fonds de solidarité, il n'y aura pas de déduction de l'aide et il n'y aura pas non plus d'exonération de charges sociales. Donc, ces aides rentrent dans le résultat et sont soumises à l'impôt, soit l'impôt sur le revenu ou l'impôt société, et les cotisations sociales seront également dues. Voilà donc pour la prolongation de ces aides. Deuxième sujet, les reports en arrière des déficits. Ça concerne l'impôt société. Alors, on avait déjà le système qui avait été mis en place suite à cette crise Covid sur un déficit reporté sur les 3 exercices précédents. Mais il n'y aurait pas, c'est en discussion, on attend juste aujourd'hui la décision définitive, il n'y aurait pas de limite de montant et on aurait un délai d'option dérogatoire qui pourrait aller jusqu'au 30 septembre 2021. Donc, si vous êtes concerné, il faut vraiment encore regarder ça de près, puisqu'il y a possibilité d'avoir ce report, ce déficit qui serait imputé sur des bénéfices des 3 années précédentes. Et puis, vous dire aussi que sur l'amendement, il y a un amendement qui est prévu pour les bailleurs qui relèvent donc des BNC, BIC ou IS. Et donc, vous savez, c'est la possibilité quand on abandonne un loyer de le déduire finalement, qu'on ne soit pas au moins imposé sur ce loyer non touché. Et donc, à partir du moment où vous louez à quelqu'un, ou ce n'est pas vous évidemment qui êtes l'occupant, eh bien, le dispositif de l'abandon des loyers serait reconduit jusqu'au 31 décembre 2021. Voilà, donc vous voyez, je suis rapide ce matin. Je serai peut-être plus long la prochaine fois. Et je vais passer la parole maintenant à Hassana pour qu'elle évoque toute l'actualité sociale qui est beaucoup plus riche. Hassana, à vous.
Alors, merci monsieur, bonjour à tous, merci monsieur Tandé. Donc effectivement, l'actualité sociale est plus fournie que l'actualité comptable ou fiscale, puisque effectivement, on s'inscrit dans un plan de sortie de crise sanitaire et là-dessus, le gouvernement, dans le cadre de ce plan, a organisé une baisse, une adaptation progressive de tous les dispositifs d'aide mis en place pour soutenir l'activité et notamment par rapport à la baisse d'activité due à la pandémie. Donc, je vais axer mon propos sur 3 thèmes. L'activité partielle, donc à jour, et son évolution jusqu'au mois de septembre, jusqu'à l'automne. Sur un deuxième point, sur toutes les aides à l'emploi qui ont pu être mises en place à partir de 2020, notamment avec l'aide à l'emploi des jeunes et toutes les aides Covid, avec toutes les aides au paiement des cotisations et exonérations. Et un troisième point donc, qui concerne la prime PEPA, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, pour laquelle on a beaucoup de questions de la part de nos clients et qui est très attendue, et vous présenter ses principaux contours pour cette version 2021. Alors, on va commencer par l'activité partielle. Voilà, l'activité partielle. Donc, on a 2 volets sur l'activité partielle. D'un côté, on a la réduction progressive des taux, puisque la volonté du gouvernement est de progressivement réduire les taux pour revenir à des taux, on va dire, de droit commun, de ce qui existait avant la crise, et un examen renforcé des demandes d'autorisation d'activité partielle qu'on constate notamment de la part de l'administration du Grand Est, donc maintenant la DRITS, qui a remplacé les directs depuis le 1er avril 2021. Voilà, j'attends juste que ça passe. Voilà. Donc, pour ne pas vous noyer dans les chiffres, donc j'ai opté pour cette présentation. Alors, sous forme de diagramme, du coup, pour bien vous montrer, sans rentrer dans le détail pour que ça ne soit pas trop fastidieux pour vous, pour la compréhension. Mais vous voyez bien que donc, sur les barres d'en dessous, donc du dessous, donc c'est les barres en vert foncé. Vous voyez, donc c'est les taux qui étaient applicables jusqu'au 31 mai 2021 pour les secteurs non protégés, donc c'est les secteurs S2. Donc, hors les secteurs les plus touchés comme la restauration, l'hôtellerie, etc. Donc là, on était sur un reste à charge d'environ 14%, alors qu'à partir du 1er juin, les taux ont déjà commencé à baisser, notamment, donc l'indemnité salariée restait identique à 70%, mais l'allocation employeur, c'est-à-dire l'argent qui est remboursé, la somme qui est remboursée par l'État à l'employeur, est passée de 60 à 52%, ce qui a augmenté mécaniquement le reste à charge à 25%. Ensuite, on a une deuxième étape ou une deuxième réduction qui a pris effet au 1er juillet 2021. Et donc là, on revient tout de suite, donc c'est assez brutal, sur des taux, finalement 60%, 36%, c'est les taux de droit commun. Donc voilà, et donc là, vous voyez que le reste à charge est à 40%. Donc là, compte tenu de ce reste à charge qui est quand même très important, le choix de faire perdurer du coup l'activité partielle doit être, voilà, ça doit être un choix qui doit être réfléchi et voir effectivement l'opportunité peut-être, si vous en avez encore besoin de ce dispositif d'activité partielle, d'opter pour un autre dispositif dont on avait parlé en janvier, qui est l'activité partielle de longue durée. Et là, je vous inviterai à revenir vers moi pour en savoir plus sur ce dispositif qui est peut-être plus adapté aujourd'hui pour les secteurs non protégés. Voilà, si votre activité est encore empêchée par la crise Covid et vous avez encore besoin de recourir à l'activité partielle.
Ensuite, on passe maintenant au secteur protégé, donc c'est-à-dire tous les secteurs, bon, hôtellerie, l'événementiel, voilà, l'hôtellerie, etc. Donc, c'est les secteurs S1 et S1 bis. Donc là, pareil, la baisse est un peu plus progressive puisque les taux favorables ont été maintenus jusqu'au 30 juin 2021, où là, il y avait un reste à charge à 0%. Mais on constate donc une première baisse à partir du 1er juillet, où là, on est descendu à, donc l'indemnité salariée ne bouge pas, où elle reste fixée à 70%, mais l'allocation employeur baisse à 60%, donc avec un reste à charge à 14%. Donc la baisse se poursuit au mois d'août, où là, on baisse, donc l'indemnité salariée ne bouge toujours pas, mais l'allocation employeur baisse à 52% avec un reste à charge à 25%. Et enfin, donc troisième et dernière étape, à partir du mois de septembre, donc tout le monde revient au taux de droit commun, donc je présentais tout à l'heure, donc c'est-à-dire 60-36%, donc avec le reste à charge à 40%. Donc, c'est-à-dire que donc ça, bien évidemment, ces taux, c'est les taux actuellement en vigueur par rapport aux prévisions du gouvernement de sortie de crise. Mais je pense, voilà, très, très sincèrement, que maintenant, si on arrive sur une quatrième vague, comme l'a dit M. Tondé, peut-être que très probablement ces taux seraient réévalués. Voilà, je tenais à vous préciser qu'il y a des situations très particulières pour des secteurs très touchés, qui restent très touchés, où la baisse du chiffre d'affaires est d'au moins 80%, ou dont l'activité est interrompue par décision administrative, là, pendant l'été, qui pourrait être interrompue en fonction de l'évolution de la crise sanitaire. Là, le gouvernement a prévu un dispositif particulier où les taux seraient maintenus très favorables avec un zéro reste à charge jusqu'au 31 octobre 2021 et après un retour au droit commun à partir du 1er novembre. Je vous invite également à consulter la liste des secteurs d'activité. On vous a mis un lien sur le PowerPoint puisque cette liste a beaucoup bougé au cours du temps puisqu'elle est adaptée au fil de la situation. Il y a des secteurs, il y a des activités qui passent d'une liste à l'autre en fonction voilà, de l'évolution de la crise sanitaire. Donc, faites bien attention à consulter régulièrement ces listes pour savoir où vous vous trouvez. PowerPoint qui sera communiqué après. C'est ça, voilà. Voilà, comme Maxime effectivement le précise, on vous transmettra le PowerPoint pour que vous ayez effectivement toutes les informations qu'on vous a présentées ici. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à déjà l'activité partielle. En tous les cas, s'il y a des questions, je vous inviterai à me revenir vers moi. Vous trouverez toutes mes coordonnées et toutes nos coordonnées à tous les trois à la fin du support. Voilà. On passe maintenant aux formalités liées aux demandes d'activité partielle. Donc, comme je l'ai dit en introduction, les demandes, en tout cas, on l'a constaté, nous, par rapport à la DRITS Grand Est, déjà, quand il y a des sociétés, des entreprises qui ont formulé des demandes au mois de juin pour 3 mois, à partir du mois de juillet jusqu'en septembre, les demandes ont été dans un premier temps refusées et on nous a demandé d'étayer notre argumentaire, notre demande et en l'appuyant, en l'accompagnant de justificatifs. Donc, prouvant le besoin de recourir à l'activité partielle. Donc, ça peut être un carnet de commandes, un justificatif de retard de livraison, un extrait d'analyse des comptes de situation intermédiaire, tout ce qui peut prouver que vous êtes encore en difficulté et qui peut justifier le recours encore à l'activité partielle, malgré du coup le déconfinement. Voilà. Donc, dorénavant, la simple référence au Covid ne suffit plus. Donc, on vous invite à revenir vers le service social pour vous accompagner, pour formuler vos nouvelles demandes. Du coup, à compter du mois de juillet, on est là pour vous accompagner. Toujours pas de questions, Maxime? Toujours pas. Voilà. Bon, alors on poursuit.
je voulais faire un point effectivement également sur les aides, sur l'ensemble des aides qui ont été mises en place à l'emploi, qui ont été mises en place sur l'année 2020. Donc, tout d'abord, vous rappelez que l'aide pour l'embauche de jeunes de moins de 26 ans s'est arrêtée puisqu'il fallait conclure un contrat, en tout cas signer le contrat avant le 1er juin 2021. Donc, maintenant, il faut savoir que tous les contrats qui ont été signés avant le 1er juin 2021, vous avez 4 mois pour faire votre demande d'aide auprès de l'ASP. Donc, pareil, le service social reste à votre disposition pour vous accompagner, formaliser cette demande auprès de l'ASP. Et donc, pour rappel, donc, cette aide pouvait aller jusqu'à 4 000 € par an. Voilà. Alors, par contre, il y a quand même une bonne nouvelle. Donc, ce dispositif s'arrête, mais le dispositif d'aide pour l'embauche d'apprentis ou d'alternants, celui-là est prolongé jusqu'au 31 décembre 2021 au lieu du 31 mars 2021. Donc, pour rappel, pour tout contrat d'apprentissage signé entre juillet 2020 et décembre 2021 pour les entreprises de moins de 250 salariés, donc, vous pouvez percevoir une aide allant jusqu'à 5 000 € pour les apprentis mineurs et 8 000 € pour les apprentis majeurs. Donc, je tiens juste à vous préciser que cette aide ne doit pas être confondue avec l'aide unique à l'embauche d'un apprenti qui est soumise à des conditions très particulières. Et donc, pareil, là, je vous inviterai à vous rapprocher de du service social pour bien vous aiguiller, pour bien vous conseiller, vous informer sur les aides possibles par rapport aux apprentis et alternants. Voilà. Ensuite, Ensuite, on passe à l'aide au paiement des cotisations et exonération des cotisations qu'on appelait Covid-2. Donc, c'est pour rappel, on avait des aides et cotisations Covid-1. Et donc, qui ont été mises en place à partir de juillet 2020. Et ensuite, on avait des aides et exonérations Covid-2 qui ont été mises en place lors du 2e confinement. Et donc, c'est normal, en principe, ces aides. Donc, pour le détail, je vous inviterai à consulter notre webinaire du mois de janvier 2021. Où vous rapprochez effectivement du service pour qu'on puisse effectivement vous conseiller, vous informer pour savoir si vous êtes éligible encore à ces aides. Juste pour vous dire que pour les secteurs S1 et S1 bis, donc les secteurs les plus touchés, il était prévu que ces aides, vous puissiez bénéficier de ces aides et des exonérations jusqu'au 28 février 2021. Et un décret du 3 juin 2021 a prolongé la possibilité de bénéficier de ces aides jusqu'au 30 avril 2021. Seule condition, il faut pouvoir justifier d'une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50% pour chaque mois concerné pour lequel vous demandez l'aide. Voilà. Ensuite, alors, on a une actualité. Donc, actuellement, il y a le projet de loi de finances rectificative pour 2021 qui est actuellement en discussion au Parlement. Et donc, dans ce projet de loi, il est prévu de poursuivre ces aides et exonérations, en tout cas, au moins l'aide. L'exonération, c'est pas certain, mais en tout cas, l'aide au paiement des cotisations. Donc, au moins jusqu'au 31, il serait possible de le poursuivre jusqu'au 31 août 2021 et je vous ai mis la liste des secteurs qui seraient concernés. Donc, tout ça pour soutenir l'activité, la reprise de l'activité pour ces secteurs qui restent encore fragiles, voilà, malgré le déconfinement. Voilà, il y a donc effectivement l'aide serait donc on l'appellerait aide Covid-3 donc serait prolongée jusqu'au 31 août 2021 mais elle baisserait puisque on était jusqu'à pour l'instant une aide au paiement calculée jusqu'à 20% de la masse salariale mais on baisserait à 15% de la masse salariale.
Donc, je vous rappelle, à titre de rappel, hein, les autres dispositifs, les plans d'appurement et les remises partielles en cas d'incapacité de respecter un plan d'appurement. Donc, ce sont des dispositifs mis en place par l'URSSAF pour aider les entreprises les plus en difficulté par rapport au paiement de leurs cotisations. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher du service social pour savoir si vous pouvez bénéficier de ces dispositifs et le cas échéant qu'on puisse faire le nécessaire auprès de l'URSSAF pour que vous puissiez en bénéficier. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà, toujours pas. Donc, on reste bien évidemment à votre disposition pour répondre à vos questions. Hein, voilà, n'hésitez pas. Alors, le dernier point moi, de mon propos ce matin, ça va être la prime PEPA version 2021. Donc, un petit retour, hein, un petit rappel. Donc, cette prime, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat a été mise en place un peu en urgence, on va dire, en 2019, suite à l'épisode des Gilets jaunes. Elle a été reconduite l'année dernière en 2020. Et là, donc, on est à la troisième version. Et donc, elle est aussi en discussion. Elle est aussi en discussion actuellement. Pareil, elle fait partie du projet de loi de finances rectificatives pour 2021. Donc là, je vais vous dire ce qu'il y a actuellement, les principaux contours de cette prime, de ce qu'on peut voir dans le projet de loi actuellement en discussion. Donc, ce qui ne change pas par rapport à 2020, c'est que ça serait une prime pour tous les salariés. Donc, encore, pour rappel, c'est parce que c'est une question qu'on a assez régulièrement et qu'on a eue en 2020. Si vous décidez de verser cette prime, on ne peut pas exclure de salariés. On doit verser cette prime à tous les salariés, dans la limite, tous les salariés qui touchent au maximum 3 fois le SMIC annuel, dont la rémunération annuelle ne dépasse pas 55 965 € pour 2021. Le montant maximum qu'on peut verser, c'est soit 1 000 €, donc comme l'année dernière, soit 2 000 €, sous certaines conditions sur lesquelles je vais revenir un peu plus tard. Et la date de versement, donc c'est peut-être quelque chose qui peut être intéressant, elle peut être versée entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022, c'est-à-dire qu'il serait possible, si bien évidemment il est prévu dans votre si c'est prévu dans votre accord ou dans votre DUE, de pouvoir prévoir plusieurs versements. Donc, bien évidemment, attention à la rédaction, c'est une prime, puisque la loi ne parle que d'une prime, mais on peut prévoir voilà, plusieurs versements. Peut-être un versement sur 2021 et un versement sur 2022. Je vous rappelle donc les critères pour moduler la prime. Donc, on est autorisé à ne pas verser le même montant à tout le monde en fonction de la rémunération, la classification, le temps de présence sur l'année écoulée ou la durée du travail. Vous remarquerez qu'il n'est plus possible de moduler votre prime, le montant, en fonction des modalités de travail, c'est-à-dire entre les personnes qui étaient en télétravail et les personnes qui ont continué à travailler en présentiel, puisque ce critère avait fait avait fait polémique l'année dernière. Donc, il a été supprimé dans cette nouvelle version. Par contre, on a mis en place un nouveau dispositif quand même pour prendre en compte, valoriser les personnes qui étaient, on va dire, sur place et qui ont dû faire face à la pandémie. Donc, la nouveauté pour cette PEPA 2021, c'est qu'il est possible de verser 2 000 €. Donc, outre le fait d'avoir un accord d'intéressement, donc la nouveauté, c'est qu'il est aussi possible de verser 2 000 € pour les secteurs dits de deuxième ligne. Je vous donnerai une petite définition après de ce qu'on appelle les secteurs de deuxième ligne, à condition d'avoir conclu ou engagé des négociations pour aboutir à un accord d'entreprise ou de branche sur au moins deux des 5 thèmes suivants. Donc, je vous ai énuméré les thèmes. Donc, le but, effectivement, c'est vraiment valoriser ces métiers qui sont souvent à temps partiel, dont les salaires ne sont pas très élevés.
Oui, une question. Une question. Madame Bertin-Butler, qu'est-ce que la prime PEPA? Quel est son objectif? Alors, la prime PEPA, donc Madame Bertin, bonjour. Alors, donc, comme je l'ai dit, c'est la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Donc, c'est une prime, donc ça fait voilà 3e année qu'on peut la verser. C'est une prime totalement exonérée de charges et nette d'impôts. Donc, les salariés ne payent pas d'impôts, l'employeur ni le salarié ne paye de charges. Donc, c'est vraiment très intéressant. Qui est limité, donc comme je l'ai dit, à 1 000 € ou 2 000 € sous certaines conditions. Et donc son but, c'est vraiment, comme son nom l'indique, va donner du pouvoir d'achat aux salariés et surtout, voilà, ça avait été surtout fait pour donner un petit coup de pouce aux finalement salariés qui ont des bas salaires. Et c'était voilà une façon d'encourager les employeurs à voilà un peu à revaloriser ces métiers. Voilà. C'est pas voilà si vous avez voilà si j'ai répondu à votre question, mais je vous inviterai à revenir vers moi si vous êtes intéressé pour la verser, qu'on puisse en discuter et qu'on puisse formaliser ça, puisqu'il y a quand même un formalisme à observer, puisqu'il faut, si vous n'avez pas d'accord d'entreprise, il faut qu'on formalise une DUE, donc une décision unilatérale de l'employeur, pour pouvoir formaliser le cadre de versement de cette prime. Voilà. Voilà, donc ce qui change, donc voilà, je vous ai dit ce dont je vous parlais avant, c'est effectivement là, je vous ai donné une définition de ce qu'on appelle les travailleurs de 2e ligne. Donc c'est une définition qui a été donnée par la DARES. Donc voilà, donc c'est vraiment les métiers très peu rémunérés et c'est des métiers voilà de service surtout. Qui ont dû, voilà, qui est contrat court, qui ont dû faire face à la pandémie. Voilà, donc voilà pour moi. Donc s'il n'y a pas de questions, voilà, je vous inviterai, si vous avez des questions qui vous reviennent par la suite, je vous inviterai à me contacter ou à contacter mes collègues du service social. Et je passe la parole du coup à ma collègue Dominique Schlicklin. Merci Hassana, merci pour cette présentation. Actualité juridique, il n'y a pas d'actualité brûlante dans le domaine juridique droit des affaires en ce moment. Donc je vous propose aujourd'hui un petit focus plutôt sur les distributions de dividendes. C'est un sujet qui revient beaucoup au service juridique. Les clients nous posent pas mal de questions sur les modalités de versement. Donc je voulais commencer sur les prérequis. Pour pouvoir distribuer des dividendes, il faut bien évidemment que le capital social soit complètement libéré. Donc à noter lorsque vous faites une constitution de société et se pose la question de libérer ou pas intégralement le capital lors de la constitution, à noter que si vous ne le faites pas, vous serez empêché de distribuer des dividendes au cours du premier exercice. Il y a bien évidemment l'obligation d'avoir un report à nouveau qui ne soit pas débiteur. Donc si vous avez des réserves bénéficiaires d'un autre côté, vous pouvez l'apurer au préalable. Si vous n'en avez pas, il faut, avec les exercices suivants, apurer le report à nouveau. Et enfin, si vous faites une distribution de bénéfices, il faut bien évidemment au préalable que la réserve légale soit dotée. Donc si elle n'est pas dotée en totalité, c'est-à-dire égale à 10% du montant du capital social, il faut doter au moins 5% du bénéfice chaque année. Donc ça, ce sont les prérequis. Et maintenant, on va voir les différents types de bénéficiaires des distributions. En commençant par un focus sur les personnes morales. Je parle en premier lieu des personnes morales qui sont passibles de l'IS, ce qui arrive souvent dans nos groupes de sociétés, avec des régimes différents en fonction de la participation des sociétés. Alors notamment si on prend le régime mère-fille. Donc, le régime mère-fille, vous pouvez bénéficier d'une exonération de l'impôt sur les sociétés pour la société mère si elle détient au moins 5% du capital de sa société fille. À noter toutefois que vous avez une quote-part de frais et charges qui s'élève à un forfait de 5% à payer sur le montant des dividendes remontés.
En cas d'intégration fiscale, donc vous avez le même dispositif que pour le régime mère-fille, c'est-à-dire une exonération d'impôt sur les sociétés. Toutefois, la quote-part de frais et charges passe cette fois-ci à 1%. Et il nous arrive également fréquemment que les sociétés dans lesquelles les dividendes sont remontés sont des sociétés étrangères, donc des sociétés mères basées dans un autre pays. Alors là, il faut distinguer 3 types. Si c'est dans un pays de l'Union européenne, il y a un dispositif spécifique de régime mère-fille avec certaines conditions classiques à respecter, mais la plupart de nos sociétés correspondent. Si vous rentrez dans ce régime mère-fille européen, communautaire, dans ce cas-là, il n'y a pas de retenue à la source. À noter que si vous ne pouvez pas rentrer dans ce dispositif, il existe d'autres dispositifs, notamment des conventions bilatérales entre pays qui prévoient soit une exonération de retenue à la source, ce qui peut être le cas par exemple en Allemagne, ou alors un taux de retenue à la source qui est moindre. Et troisième cas, si le versement de la société française des dividendes à une autre société étrangère se fait dans un État ou un territoire non coopératif, dans ce cas-là, la retenue à la source s'élève à 75%. Donc une décision à prendre en compte si vous voulez remonter des dividendes dans la société mère. Enfin, vous avez des personnes morales passibles de l'IR, donc les sociétés transparentes. Dans ce cas-là, les dividendes sont imposés en qualité de revenus de capitaux mobiliers auprès des personnes physiques de cette société transparente. Donc, l'imposition des personnes physiques, on y arrive, troisième type de bénéficiaire. Vous devez connaître ce dispositif, il a fait grand bruit, il est appliqué depuis quelques années. On appelle ça donc le prélèvement forfaitaire unique, PFU, dit également flat tax. Donc ce PFU est décomposé en 2 types de prélèvements. Un premier qui correspond aux prélèvements sociaux et qui s'élève à 17,2%. Et le deuxième qui est un précompte d'impôt sur le revenu s'élevant à 12,8%. Je voulais faire un petit focus sur les gérants majoritaires. Donc, gérant majoritaire, toute personne qui détient elle-même ou avec ses co-gérants ou bien avec son conjoint ou ses enfants mineurs, plus de 50% du capital de la société. Donc, SARL, on s'entend, ou société civile si le gérant est rémunéré. Ces gérants majoritaires bénéficient également du PFU, mais uniquement pour la part de la distribution qui est inférieure à 10% du montant du capital social qu'il détient. À cela s'ajoute donc 10% du capital social, plus son compte courant d'associé, plus l'éventuelle prime d'émission qu'il a effectuée. Au-delà de ces 10%, les dividendes sont soumis à des cotisations TNS qui sont moins intéressantes, donc à prendre en compte quand on est dans une société avec un gérant majoritaire. Le plafonnement peut être du montant des dividendes versés. Donc, on retombe sur le PFU. Il est possible pour certaines personnes d'être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire, donc les 12,8% de précompte d'impôt sur le revenu. Cette dispense s'applique pour les personnes dont le revenu fiscal de référence N-2. Donc pour l'année 2021, on prend le revenu fiscal de référence 2019, qui est inférieur à 50 000 € pour les personnes seules, c'est-à-dire célibataires, veufs, divorcés, et à 75 000 € pour les personnes qui ont une déclaration commune, mariées ou pacsées. C'est un choix, cette dispense, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez en bénéficier si vous ne dépassez pas ces plafonds, mais ce n'est pas une obligation, car ce n'est pas une dispense totale, c'est juste une facilité de caisse au moment du versement de la distribution, où vous ne payez pas ces 12,8%, mais par contre, au moment de la déclaration de vos revenus, donc si vous percevez des dividendes en 2021, vous faites votre déclaration d'impôt sur le revenu en 2022, à ce moment-là, vous êtes censé payer ces 12,8%. Donc, à noter, ce n'est pas une dispense totale.
Donc au moment de la déclaration d'impôt sur le revenu, s'offre un choix, et uniquement à ce moment-là, de l'application ou bien du PFU ou du barème progressif. Ce choix, il faut l'analyser de façon globale, parce que si vous faites un choix sur le barème progressif, à noter que ce choix est annuel, hein, il ne s'applique que pour une année et vous pouvez renouveler ou pas le choix au barème progressif ou pas. Si vous optez pour le barème progressif, il s'applique non seulement sur toutes les distributions de dividendes que vous avez perçues, peu importe la société, mais également sur les intérêts concourants perçus et les éventuelles plus-values de cession de titres. Donc attention, c'est bien un choix global. Si vous optez pour conserver le PFU et que vous avez déjà payé les 12,8%, vous bénéficiez d'un crédit d'impôt qui s'impute sur le montant que vous avez à verser au moment de votre déclaration d'impôt sur le revenu. Si vous n'avez pas versé ces 12,8, c'est-à-dire que vous avez opté pour la dispense l'année précédente, dans ce cas-là, vous versez les 12,8% sur le montant brut de la distribution au moment de votre déclaration d'impôt sur le revenu. Toutefois, si vous optez pour le barème, vous pouvez bénéficier dans un premier lieu d'un abattement de 40% sur le montant brut de la distribution, abattement que vous n'avez pas avec le PFU. Après cet abattement, le montant de la distribution est ajouté à vos revenus et donc vous payez selon la tranche dans laquelle vous payez vos revenus. Enfin, si au préalable, vous ne pouvez pas bénéficier de la dispense et que vous avez payé les 12,8% de précompte d'impôt sur le revenu et que le choix du barème est plus intéressant, vous avez toujours le crédit d'impôt et donc vous serez remboursé de l'éventuelle différence. Voilà. Donc ça, c'était un point sur les distributions qui s'appliquent, des distributions de bénéfices au moment de la délibération annuelle sur les comptes. Il existe d'autres types de distributions. La première, ce sont des distributions qu'on dit exceptionnelles. Donc là, ce sont des distributions de réserve. Alors, soit une réserve statutaire ou non qui figure dans le bilan, soit le report à nouveau. Attention toutefois, sur le choix de la réserve en fonction, si votre société, si vos titres sont démembrés, la réserve s'applique à soit au nu propriétaire, soit à l'usufruitier, en fonction de la réserve que vous distribuez. Donc ça, c'est un choix intéressant à revenir vers nous si vous avez des questions en particulier sur ce domaine-là. Donc les distributions exceptionnelles doivent nécessiter au préalable une décision ou une résolution en assemblée. Et le formalisme est identique aux distributions précédentes qu'on a vues. Il existe un autre type qu'on appelle un acompte sur dividende. Attention, les acomptes sur dividende ne peuvent pas être versés pour un premier exercice. Donc l'acompte sur dividende, c'est un versement en avance sur un dividende qui sera versé au moment de l'établissement des comptes annuels. Donc si vous constatez un gros bénéfice et que vous avez besoin de liquidité, il est possible de prévoir cet acompte. À noter toutefois qu'il faut établir un bilan, donc peut-être un bilan intermédiaire, pour pouvoir mesurer le bénéfice net qui peut se dégager sur l'exercice. Et ça nécessite également l'intervention d'un commissaire aux comptes. Donc soit le vôtre, soit un autre que vous décidez. Si vous n'en avez pas, il faudra en nommer un exceptionnellement pour cette mesure. Autre type de distribution, donc c'est le paiement du dividende en actions. Le prérequis est bien évidemment que le capital social doit être intégralement libéré et la procédure doit être statutaire. Donc c'est un choix qui s'opte. Alors pour tout le monde, tous les actionnaires et uniquement dans les sociétés par action, de verser les dividendes et de transformer tout ou partie des dividendes versés en actions. Le prix d'émission doit être au minimum la valeur, le montant numéraire des titres et après peut-être évolutif en fonction de la valeur de la société.
l'intérêt pour l'associé, l'actionnaire, de choisir le versement en actions et de conserver ou d'augmenter sa participation au capital. L'intérêt pour la société, peut-être de conserver la trésorerie et en même temps de procéder à une augmentation de capital. Si vous avez un commissaire aux comptes, il doit obligatoirement intervenir et faire un rapport sur ce type de formalité. Si vous n'en avez pas, il n'est pas obligatoire d'en nommer un. Enfin, il est possible de prévoir des distributions inégalitaires de dividendes. Donc, mis à part le type de distribution de réserve dont on a vu précédemment entre nus propriétaires et usufruitiers, il est possible également de prévoir statutairement des actions de préférence ou une répartition haute que proportionnelle des dividendes ou bien un dividende majoré, sous certaines conditions, bien évidemment. Enfin, on arrive au formalisme de toutes ces distributions. Alors, le formalisme est identique, peu importe le type de distribution, mis à part peut-être la distribution en actions, bien évidemment, parce qu'elle elle donne lieu à une augmentation de capital. Pour tous les autres types de distribution, il faut faire une déclaration, donc on appelle 2777U, qui doit être faite par l'établissement verseur au plus tard le 15 du mois suivant. Donc, si vous versez des dividendes au mois de juin, le formalisme est à faire pour le 15 juillet ou plus tard. Enfin, on a la déclaration 5000 et 5001. Ça ne concerne que les distributions à des personnes ou sociétés étrangères. Le formulaire 5000 permet aux bénéficiaires étrangers de justifier de sa nationalité étrangère et donc l'application ou pas de certaines mesures fiscales, notamment le régime mère-fille européen ou bien des conventions bilatérales. Et le formulaire 5001 permet d'être remboursé de l'éventuelle retenue à la source versée. Enfin, la déclaration 2561, donc IFU, imprimé fiscal unique. Donc ça, c'est également l'établissement verseur qui est obligé de le faire pour déclarer toutes les distributions qui ont été versées au cours de l'année écoulée et doit être fait au plus tard le 15 février de l'année précédente. Cette déclaration faite auprès des impôts permet de pré-remplir vos déclarations d'impôts, donc pré-remplir le montant de la distribution, les prélèvements sociaux qui se sont appliqués et l'éventuel crédit d'impôt, donc les 12,8% qui ont été payés ou non. Voilà. Donc, j'ai fait un focus sur la distribution de dividendes. Si vous avez des questions en particulier, je ne sais pas s'il y en a, Maxime, non. N'hésitez pas à revenir vers nous. Le service juridique est à votre écoute ou bien le service comptable qui nous fera part de vos questions. Et je repasse la parole à mes chers confrères et notamment M. Tombé. Merci Dominique pour cette présentation. Eh bien, voilà, ce webinaire va prendre fin s'il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Vous dire que le cabinet va fermer du 9 au 14 août. Voilà, donc attention, prenez vos précautions. S'il y a des questions, il faut le faire avant le 9 août ou après, le 15 août. Vous dire aussi que je vous donne rendez-vous pour un webinaire qui aura beaucoup plus d'actualité parce qu'on va le faire début octobre et la tradition fait que fin septembre, il y a le projet de loi de finances 2022 qui tombe et donc nous aurons l'occasion à ce moment-là de décortiquer ce projet de loi de finances au prochain webinaire. Remercier Maxime Ducas pour bien évidemment toujours l'organisation de ce webinaire et vous souhaiter à tous, au nom de toute l'équipe de Cogest, de bonnes vacances. À bientôt. Au revoir. Au revoir.